Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Histoire de femmes, le podcast qui regorge de récits pour nous inspirer et nous sensibiliser. Histoire de femmes est produit par RBK Media, un média libre et indépendant. Vous le savez, le mois de juillet est dédié à la fausse couche. Cette épreuve que malheureusement beaucoup d'entre nous vivons, je vous le rappelle, c'est une grossesse sur 5 et une première grossesse sur 3. Il y a déjà eu 2 témoignages, Eva et Isabelle, qui ont parlé à cœur ouvert et vous pouvez retrouver ces 2 interviews sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Spotify. Et aujourd'hui, je reçois Julia pour témoigner de cette épreuve que tu as toi aussi vécue. Donc merci beaucoup de prendre la parole aujourd'hui dans Histoire de femmes. Comment tu as vécu cette grossesse? Était-elle désirée? Elle était absolument pas... Enfin, elle n'était pas prévue, non pas désirée, elle n'était pas prévue. Mais c'est vrai quand on parlait de tomber enceinte, enfin que je tombe enceinte, d'avoir des bébés, on en avait déjà discuté, c'était ok, on était complètement ouvert là-dessus. Mais en soi, on n'avait pas prévu que j'allais tomber enceinte à ce moment-là, quoi. C'était surprise. Donc à quel moment, du coup tu as compris que tu étais enceinte, parce que tu n'avais pas tes règles? J'ai compris, non, pas du tout, j'ai compris tout de suite. Enfin, c'est très étrange. J'ai su que j'étais enceinte 15 jours après être tombée enceinte en soi. J'ai pas eu de retard de règles. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Je peux pas expliquer le pourquoi, le comment. Et d'ailleurs, j'ai fait un test de grossesse. J'avais eu aucun retard de règles. J'ai fait un test de grossesse en plein après-midi, en rentrant chez moi. Et il s'est avéré positif. C'est tout de suite éclairé. C'est tout de suite mis en positif. Et voilà. Et donc, comment tu as compris que quelque chose n'allait pas, justement? Et ben, en fait, lorsque je suis tombée enceinte, je me suis toujours dit, je veux pas attendre les 3 mois pour l'annoncer à mes proches, parce que s'il se passe quelque chose, me suis toujours construite comme ça. S'il se passe quelque chose, je veux pouvoir être épaulée. Je veux que mes proches puissent être là pour me soutenir, pour me voir pleurer, pour tout ça. Donc c'est vrai que j'ai jamais voulu attendre les 3 mois et je l'ai annoncé après. J'ai fait la première échographie. Qui était normale? Qui était normale, oui. Parce que c'était la première échographie, donc il n'y avait rien à part la poche, quoi. En soi, c'était vraiment tout début. Et je l'ai annoncé à mes proches parce que c'était mon anniversaire et je l'ai annoncé un peu à tout le monde. Ma mère s'est mise à pleurer, enfin voilà. Et la première des choses que j'ai dit, c'est attendez, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est peut-être un œuf clair. Et dès le départ, comme j'ai su que j'étais enceinte, je sais pas, j'avais toujours cette petite épée en disant attention, c'est peut-être un œuf clair, c'est peut-être un œuf clair. Ne nous réjouissons pas trop vite. Tu peux expliquer ce que c'est un œuf clair? Un œuf clair, c'est une grossesse qui va démarrer, mais l'embryon ne va pas se développer et ça va être une poche. On va avoir tous les symptômes de la grossesse. Les symptômes négatifs, d'avoir les nausées, la fatigue extrême. Ah oui, ça aussi, j'ai compris que j'étais enceinte parce que je m'endormais tout le temps. Et en fait, il n'y a pas d'embryon qui s'est construit, qui s'est créé, et c'est un œuf vide. Donc on appelle ça un œuf clair. Donc il y a eu fécondation, mais il n'y a pas eu développement. Enfin, je ne sais pas si on peut expliquer ça comme ça. Voilà. C'est clair. Et donc du coup, comment tu as compris que quelque chose n'allait pas? Quels symptômes? Aucun symptôme. Parce qu'un œuf clair, on a tout qui va. Il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Tant qu'il y a pas, tant que je ne suis pas allée voir le gynéco pour qu'il me fasse une échographie pour voir si le cœur battait, moi j'étais enceinte. Parce que du coup, tu as fait quand même une première écho. Une toute première écho, mais peut-être avant un mois de grossesse. Voilà. Donc du coup, il n'y avait pas le cœur. Non, il n'y avait pas le cœur qui... Non, ça non. Et il m'avait dit, revenez dans 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse entendre le cœur. Entre-temps, moi je l'ai annoncé, on retourne me voir, il dit écoutez, on a dû se tromper sur la date de fécondation, revenez d'ici 10 jours. Et moi là, je me suis dit bon non, je sais que je me suis pas trompée sur la date,
y a un truc qui cloche. Et 10 jours après, on y est retourné et effectivement, il n'a pas entendu de cœur. Et c'est là où il m'a dit, il y a un œuf, mais il n'y a pas de il n'y a pas de battement du cœur. Donc en fait, c'est un œuf clair. Il n'y a rien qui s'est développé. Vous avez tous les symptômes d'une grossesse. Et tant que je n'ai pas expulsé l'œuf, j'ai eu tous les symptômes de la grossesse. Et donc, comment tu as expulsé cet œuf? Il n'a pas voulu partir, c'est exactement comme un avortement. Et j'ai été hyper bien prise en charge. Ça, vraiment, je remercie le gynéco qui m'a pris en charge parce que... et là, à ce moment-là, j'ai complètement déconnecté et je me souviens même plus des délais, tout ce qui s'est passé, des discussions que j'ai eues avec les gens parce que j'ai complètement dissocié. Et lui m'a prise en main, il m'a dit voilà, tu vas là, tu fais ça. Et donc, ça s'est fait hyper bien passer. Justement. Tu peux nous donner le protocole? Alors, si tu t'en rappelles. Ouais, si je me trompe pas, du coup. Il m'a fait l'écho, il a vu que c'était un œuf clair, il m'a dit ok, écoute, je te fais une ordo, tu vas tout de suite à Bouchard, dans tel service, tu vas voir tel médecin, j'ai pris rendez-vous pour toi tout de suite. Enfin, il l'a appelé ou il a envoyé un mail, je sais plus, donc dans le quart d'heure, en fait, j'étais prise en charge par cette nana, ce gynéco d'ailleurs, c'est pas une nana, c'est une gynéco, qui m'a refait une échographie, et là, il y a toujours le petit truc de dire bon, peut-être en fait il s'est trompé avant. Peut-être qu'il s'est trompé. Ouais, donc. Ce petit espoir de. Mais en fait non, pas du tout. C'est un œuf clair, Et elle m'a refait l'échographie. Et là, il avait demandé, enfin je lui avais demandé à mon gynéco de le faire à la maison parce que je voulais pas être hospitalisée. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc quand il y a un avortement, c'est soit médicamenteux. Ouais. Ça, tu peux le faire donc soit chez toi, soit à l'hôpital. Ouais. Et sinon, une autre possibilité, c'est quand il y a opération, donc aspiration. C'est ça, curetage, ouais. Curetage. Donc toi, c'était médicameneux? Moi, au départ, c'était médicamenteux. Je l'ai fait. D'accord, je vais te laisser du coup t'exprimer. C'était médicamenteux et elle m'a donné tous les médicaments en m'expliquant tout ça. Elle m'avait donné aussi des antidouleurs. Et je suis rentrée chez moi, je l'ai fait le lendemain ou 2 jours après, je me souviens plus, mais c'était très rapide parce que à partir du moment où on m'a dit voilà, c'est un œuf clair, il y a une grossesse mais il n'y en a pas en soi, je voulais que ça s'arrête. Ouais. Mais en gros, pour moi, je suis restée enceinte quasiment 3 mois parce que les délais ont fait que en fait j'ai quasiment atteint la fin du délai pour l'avortement. Enfin d'ailleurs c'est pas un avortement parce que c'est pas moi qui ai décidé d'avoir un œuf clair quoi. Enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça parce pour moi un avortement c'est quelque chose tu décides de ne pas avoir d'enfant. Enfin bref. Et donc, du coup, tu as pris ces médicaments chez toi. J'ai pris ces médicaments, je crois que j'étais enceinte de 2 mois et demi, quelque chose comme ça, de 2 mois et demi. J'ai pris les médicaments et je m'attendais à avoir une douleur abominable, de perdre énormément de sang, c'était ça dans mon imaginaire qui allait se passer. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, j'ai quasiment eu aucune douleur. Je me suis sentie complètement vidée, mais j'ai eu aucune douleur et j'ai quasiment pas eu de sang, quoi. J'ai quasiment pas saigné. Donc je retourne voir le gynéco, je sais plus, 3 jours, 1 semaine après, je me souviens plus exactement des délais. Et il me refait une écho en me disant bon ben voilà, tout est parti. Et je lui ai dit en fait je crois pas que tout soit parti parce que j'ai quasiment pas saigné. Ah non mais ça va, on va voir. Et effectivement c'était pas du tout parti. Donc ça n'avait pas fonctionné. Donc ça n'avait pas fonctionné et là il a fallu passer l'étape supérieure et encore une fois il m'a hyper bien prise en charge. Il m'a dit voilà il faut aller là, il m'a pris les rendez-vous. Je me demande même si c'est pas lui qui m'a pris les rendez-vous à ma place parce qu'il a fallu que j'aille voir le gynéco-obstétricien qui allait m'opérer, que j'aille voir l'anesthésiste aussi parce que c'est sous anesthésie générale. Et à Bouchard, sur le Prado, etc. Et j'ai été hyper bien prise en charge. Et je crois que peut-être 15 jours après, j'allais à Bouchard pour faire cette opération. Curetage, ouais, l'opération. Et tous les gens qui étaient là ont été adorables, quoi. Mais ils ont été humains, c'était beaucoup de nanas, mais il n'y a pas que des nanas.
est hyper cool. J'ai eu des amis qui ont fait des avortements, qui ont perdu des bébés, et ils m'ont dit mais j'ai été prise en charge, c'était abominable ce que j'ai ressenti. C'est ce qui est ressorti dans les témoignages précédents, tu vois, donc c'est hyper intéressant justement d'avoir Moi, une autre vision, quoi. J'ai trouvé ça génial parce que tout le monde a été ultra humain, compréhensif, c'était génial. Et puis même, lorsque je suis descendue au bloc, on n'a pas de montre, on n'a pas de téléphone, on n'a rien en fait, on est juste en blouse et nu en fait, sous la blouse. Et tout ce qu'on veut, c'est que ça se termine vite, très vite. Sauf qu'en fait, moi, ça a duré, je crois, 1h30 parce que l'obstétricien qui devait m'enlever l'œuf clair, en fait, a été appelé sur un accouchement en urgence, une césarienne. Donc en plus, petit coup de poignard en disant, bon bah, en fait, il y a des gens qui accouchent, je suis dans une maternité, donc il y a des gens qui accouchent, et moi, bah, j'attends, allez-y, bien sûr. Moi, je peux attendre 1 heure, 2 heures, c'est pas pressé, donc d'attendre ça. Il y avait mon compagnon qui était à l'étage dans la chambre, qui voyait le temps défiler, qui me voyait pas remonter, donc ça a été aussi stressant pour lui. Et là, je me revois encore sur la table. Enfin, qu'elle m'allonge, et les 3 nanas qui étaient là, elles étaient adorables, quoi. Vous n'avez pas froid, vous êtes bien. Elles m'ont couverte. Et là, bah, tu t'endors et après tu te réveilles en disant voilà, c'est fini. Tant mieux que ce soit fini parce que je suis restée quasiment 1 mois en me disant bon bah, je sais que je suis pas enceinte, mais j'ai tous les désagréments, donc j'avais les nausées, j'avais les remontées acides, la fatigue extrême, et tant que t'expulses pas tout ça, bah, t'as encore tout. Et après est arrivée la chute d'hormones. Et c'est pas parce qu'on est enceinte depuis 1 mois ou de 8 mois, bah en fait, t'as toujours une chute d'hormones, quoi. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible, la chute d'hormones, parce que t'as envie de pleurer tout le temps. T'as envie de pleurer tout le temps, t'es pas toi-même. T'en veux à la terre entière et en même temps t'en veux à personne. T'as envie d'être seule et en même temps t'as envie d'être... Enfin, moi, j'avais envie d'être seule et en même temps j'avais envie d'être entourée. Et j'ai été entourée. Mais je voulais pas être... Enfin, j'ai des amis qui m'envoyaient des messages, qui essayaient d'être là, tout ça. Et je les mettais en dehors de ma vie, quoi. J'arrive pas. J'arrive pas à vous faire entrer là-dedans. Laissez-moi seule. Et en fait, j'ai été seule là-dedans, quoi. Et comment il a vécu tout ça, ton compagnon ? Il a été super, parce que pour le coup, il a pris des jours de repos, il m'a accompagnée, il était trop cool. Parce que lorsqu'on m'a fait le curetage, pareil, on m'avait dit voilà, pendant les 2-3 jours. Non. Ça. J'essaie de me souvenir, mais non, pas vraiment. Et après le curetage, on m'a dit voilà, vous allez saigner, vous allez finir d'expulser tout ça, c'est normal. Et moi, pareil, sur les 3 jours qui ont suivi, moi, Julia, elle a pas trop saigné, quoi. Donc, j'avais tout acheté, les grosses couches, super sexy, machin, en disant bon ben voilà, au moins si jamais j'ai. Et je me souviens, il m'avait dit bon ben viens, on va s'aérer un petit peu. On est parti au Beau de Provence. 3 jours après, le curetage, on dit voilà, c'était les ponts de mai à peu près. Et on part 3 jours au Beau de Provence et on est allé au moulin de Vernègue pour passer une nuit. Et là, en fait, c'est là où j'ai tout expulsé. Oh pétard. Sauf que t'étais pas à la maison. J'étais pas à la maison et ça a commencé quand j'étais au Beau de Provence, en fait. Donc avec rien autour de moi, dans les toilettes publiques. Et je lui ai dit en fait, il faut qu'on y aille maintenant. Je peux pas rester comme ça, il faut vite qu'on rentre à l'hôtel. Et bien sûr, c'était le 1er ou le 8 mai, je me souviens plus, avec les ponts. Et les supermarchés sont pas forcément ouverts. Et j'avais rien pris sur moi. Donc pour moi, c'était passé, ça faisait 3 jours. Et on m'avait dit dans les 48 heures, c'est bon. Donc lui, il a été super parce qu'il a tout pris en main. Et c'est tout bête.
ça devrait être la normalité qu'un mec dise bon bah écoute, tu bouges pas, je m'occupe de tout, de rentrer dans le supermarché, de prendre tout ce qu'il pouvait prendre et de me dire voilà, t'inquiète, je gère. Et en fait c'est ce qu'il a fait, il a géré et après bon bah retrouve-toi dans la salle de bain de l'hôtel, qui était super sympa en soi. Et au moins j'ai pas ce souvenir là de l'avoir fait à la maison aussi. Ouais. Donc voilà, truc bête aussi. Arrivé à l'hôtel, je m'étais pris un massage en me disant voilà, je vais pouvoir me détendre. Et ben en fait non, parce qu'on ne peut pas masser le ventre après cette intervention-là. Les gynécos m'avaient déconseillé ça. Pendant combien de temps? Je sais plus. Ils t'ont dit pourquoi? Enfin, ils t'avaient expliqué pourquoi? Non, bon, et j'avoue que j'ai pas posé la question. Tu avais des points sûrement à l'intérieur, enfin par rapport au culte. Ouais. C'est peut-être par rapport à ça. Ouais. Et donc dit aux femmes de l'accueil, aux dames de l'accueil, bon ben, en fait je peux pas me faire masser, c'est pas possible. Ah oui, mais vous savez, tout massage commandé, enfin demandé moins de 24 heures, annulé moins de 24 heures avant est dû, etc. Et ben là, explique, bon ben voilà, j'ai fait une fausse couche et je peux pas. Réexplique la chose, encore une fois, les nanas ont été adorables, quoi. Excusez-nous, on est désolé, il n'y a pas de souci, on va vous l'annuler. Donc voilà, et après, une fois que la chute d'hormones est passée, je me souviens plus encore une fois comment c'était, j'ai mis 2 mois, je pense, à vraiment reprendre un petit peu le contrôle. Enfin, le contrôle. Ouais, le contrôle. Ouais. Et bon, aujourd'hui, vous êtes parent d'une petite fille qui est très mignonne et qui va très bien. Oui, qui va très bien. Donc, combien de temps après cette épreuve douloureuse? Qui a été douloureuse. C'est quelque chose qui marque, qui t'a marqué. Je comprends, et c'est normal. En tant que femme, en tant que mère, qui mieux que moi pour le comprendre. Combien de temps après, du coup, vous avez décidé de relancer ce projet bébé? Alors, tout ça s'est passé avant l'été, mois de mai. Et je lui avais dit, moi, je veux pas qu'on reprenne cet été parce que j'ai besoin de redescendre, et j'ai peur, en fait. J'ai peur qu'il m'arrive encore. Donc, tant que je m'en sentirai pas prête, on relancera pas le processus parce que j'ai trop peur. Et donc, la deadline, c'était à la rentrée, en soi. Et je suis tombée enceinte début octobre. Donc ça a été relativement rapide. Et c'est qu'aussi j'ai des amis qui m'ont dit est-ce que c'est vrai ou pas, quand tu fais une fausse couche, quand tu as un œuf clair ou pas, en fait tu peux vite retomber enceinte après. Donc j'avais aussi cette croyance là en me disant ok, je pourrais retomber enceinte, mais est-ce que je vais pas refaire la même chose, ça je sais pas. Et j'avais énormément de crainte. Dès que je regardais dehors, j'ouvrais la fenêtre, je regardais dehors, il y avait des immeubles en face et ils étaient 3-4 étages. Je me dis en fait dans cet immeuble il y a au moins une nana qui a fait une fausse couche, dans celui-là aussi, et ça m'a permis en fait de relativiser un peu en me disant que j'étais pas toute seule, même si je les connaissais pas, ces filles, ces femmes, je me dis je suis pas seule. Et on n'en parle pas assez des fausses couches parce que c'est avant les 3 mois et on reste très pudique là-dessus, s'il se passe quelque chose, mais en fait il faut en parler énormément parce que ça arrive. Même si c'est une minorité de femmes, ça arrive et il ne faut pas se dire qu'on est nul, qu'on ne peut pas enfanter, qu'on n'est pas une femme parce qu'on n'a pas d'enfant. Ça n'a rien à voir, c'est malheureusement la nature. Et j'ai eu des gens de mon entourage qui m'ont dit ça va, ça veut dire que tu peux tomber enceinte. Ah ça va, de toute façon si c'est pas resté, c'est que ça devait pas rester. Prends-toi ça dans la gueule quoi. Et justement, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu penses? Je suis là en fait. Voilà, je suis là. Je suis là. Ça va aller. Non, même pas ça va aller. Parce que non, je suis là. Je suis là. Je suis là. J'ai une amie qui m'a dit si ton mec peut pas être là à l'hôpital, la maternité, pour l'intervention, je viens quoi. Juste ça. Je viens, je suis là. Je suis dispo. Je l'ai eu de certaines personnes, je l'ai pas eu d'autres. Mais je pense que les personnes qui n'ont pas été là comme j'aurais aimé, je pense que c'est parce qu'elles ne se rendent pas compte en fait de ce que c'est. Et donc je ne peux pas leur en vouloir parce que c'est pas grave et je l'ai vécu comme je l'ai vécu.
Mais d'un autre côté, ça m'a un peu renforcée dans le sens où on est seul et on meurt seul, quoi. Si jamais on se remet pas nous-mêmes, il n'y a personne. On ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous remettre sur pied. Donc voilà, juste ce que j'ai attendu de mes amis, de ma famille, c'est je suis là. Pas besoin de parler, pas besoin, je suis là. Et est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à passer cette épreuve ? Des podcasts ou des livres J'ai écouté des podcasts, j'ai tapé sur iTunes, enfin je sais pas, podcast d'Apple, et il y a une nana qui racontait justement qu'elle avait eu un œuf, enfin était enceinte et que ça avait été un œuf clair. Et il y a 2-3 podcasts comme ça que j'ai écoutés. Je sais pas si ça m'a plus aidé. Tu as les noms ou tu t'en rappelles plus ? Non, je pourrais te les donner après, Ouais. Je pense que je pourrais les retrouver, mais je les ai pas comme ça en tête. Et ça t'a aidé ? Ça m'a aidé. Je sais pas si ça m'a encore plus achevé sur le moment pour bien me mettre au fond ou si ça m'a permis. Mais dans tous les cas, ça m'a aidé. Moins seule. Ouais, je me suis sentie moins seule et ça vraiment, c'était important pour moi. Et donc, quand tu es tombée enceinte, donc la seconde fois, Ouais. donc au début tu disais que tu avais peur, donc j'imagine. J'ai eu peur. Et comment t'as toute géré ma grossesse. Toute ta grossesse. Toute ma grossesse, j'ai eu très peur. Parce que on n'a pas voulu le dire dès le départ du coup, parce que autant la première c'était, je le dis, je m'en fiche, autant la deuxième, on a attendu les 3 mois, et les 3 mois en plus c'était pendant Noël, enfin pendant les fêtes de Noël, et à 3 mois on fait le test de la trisomie 21. Sauf que moi, plus de 35 ans, je suis tombée dans la tranche où il fallait faire une deuxième prise de sang pour vérifier. Et c'est le moment où il y avait les fêtes de Noël, donc j'ai pas eu le résultat tout de suite. Il fallait l'annoncer à la famille, aux amis, parce que c'était Noël. Donc pareil, j'étais en mode, ouais, je suis enceinte. Non, ne vous réjouissez pas, je sais pas ce qui va se passer. Donc tout a été, ouais, voilà, mais on crie pas victoire. J'étais dans cette angoisse permanente de est-ce que tout va bien, ok, le cœur bat, maintenant est-ce qu'elle va être trisomique ou pas, parce que je savais que c'était une fille, pareil. Pourquoi, je sais pas, dès que je suis tombée enceinte, je savais que c'était une fille. Tu n'es pas un petit peu médium? Non, pourquoi pas, mais je pense que ce sont des choses qu'on ressent. Il faut s'écouter en soi, il faut vraiment s'écouter. Moi j'étais un peu à l'ouest pour ma fille, je pensais que c'était un garçon. Ah, mais peut-être que tu étais jeune aussi et que tu t'écoutais moins, quoi, tu vois, tu te ressentais moins et tout ça. Et donc voilà, est-ce qu'elle va être trisomique ou pas? Finalement, j'ai eu les résultats parce qu'encore une fois, là c'était à la rue Roca qu'ils ont eu toutes les analyses. Et l'échographe m'a envoyé un texto, je crois que c'était le 26 décembre ou le 27 décembre, il était en vacances. Il me dit « Tout est ok, ça va ». Enfin, vraiment, j'ai trouvé les gens au top sur toute ma prise en charge, que ce soit la première grossesse ou la deuxième. Et après, voilà, c'était le 4e mois. Ok, tout va bien, bon, ça va, on a passé le test de la trisomie. Il y a toujours le cœur qui bat. Mais en fait, à chaque fois que je faisais des échos, tant que je la sentais pas bouger, ça a été l'angoisse suprême. Et vraiment, je le disais, je faisais tout le temps des doublons d'échographie. C'est-à-dire j'avais les échographies j'ai changé de gynéco aussi entre la première grossesse et la deuxième, parce que le fait de retourner dans le cabinet, ça me ramenait à de trop mauvais souvenirs. Okay. Donc j'ai changé de gynéco, et d'ailleurs ma gynéco est géniale, hein, je suis passée de super bons gynéco. Et elle est gynéco, obstétricienne et échographe. Donc tous les mois, j'avais des échographies. Et les 3 principales, je les doublais sur la rue Roca. D'accord. Donc je payais 250 € en plus pour l'échographie. Je m'en foutais. Il fallait vérifier qu'elle ait bien 5 doigts sur chaque main, que son cœur soit ok, que... Voilà. Oui, ça a vraiment, en fait, quand même, cette première grossesse, cet œuf blanc, mais qui a vraiment réellement impacté... Complètement. ta vision de la maternité, si je peux dire. Ouais. Et donc, la grossesse s'est bien terminée, tout s'est bien passé. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu un accouchement formidable que je pourrais revivre 1000 fois. Voilà. Tout s'est très bien passé. Tout s'est super bien passé. Et qu'est-ce qui devrait évoluer ou être amélioré autour de la fausse couche, selon toi, dans les discours, dans l'écoute, dans la prise en charge? Qu'est-ce qu'on devrait mieux dire et mieux faire? Donc déjà, aujourd'hui, tu prends la parole. Merci beaucoup. Mais selon toi, qu'est-ce qu'il y a encore à améliorer? Même au niveau du corps médical, parce que toi, tu as eu de la chance. Ouais.
Il y en a, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, on a eu 2 témoignages avant où la prise en charge a été un petit peu, même si carrément déshumanisée. Donc selon toi, qu'est-ce qu'il y a à faire pour améliorer encore tout ça? Déjà, si on voit dans la globalité, pas que le corps médical, parce que sur le début de ta question, il me semble que c'était ça, déjà c'est d'en parler ouvertement. Bon, après, c'est un choix de vouloir annoncer sa grossesse ou pas, ça chacun fait comme il veut, mais simplement de pouvoir dire, bon ben voilà, j'ai fait une fausse couche, et c'est, enfin, presque c'est ok en fait, j'ai fait une fausse couche, et ben ça arrive à énormément de monde. Bien sûr. Il ne faut pas se sentir jugé, il ne faut pas se sentir, comme je le dis, si on n'a pas d'enfant, on est une femme. Si on a fait des fausses couches, on est quand même une femme. Si on adopte, on est quand même une femme. Enfin, il n'y a pas de souci au niveau de notre être si on a fait une fausse couche. Donc déjà, de libérer la parole par rapport à ça. Et c'est quelque chose que je voulais faire, moi, sur mes réseaux. Et je n'ai jamais pris le temps ou eu l'envie ou sauté le pas. Je ne sais pas, toujours quelque chose qui je repoussais. Donc je suis très contente de prendre la parole aujourd'hui sur ton canal. Et donc voilà, libérer la parole et de dire en fait c'est ok. Il ne faut pas avoir honte d'avoir fait une fausse couche. Et sur le corps médical, je pense qu'il faudrait peut-être leur apprendre, comme on apprend aux enfants avec l'éducation positive, quelle phrase utiliser plus qu'une autre. J'ai fait beaucoup d'erreurs moi avant dans ma façon de parler avec les gens parce que je débitais comme ça mes mots. Et en fait, je me rends compte que c'était pas forcément la meilleure tournure. C'est comme un enfant, on va pas, au lieu de lui dire arrête de te lever, arrête de te lever, arrête de te lever sur ta chaise haute, bah reste assis sur ta chaise haute. Ou ne te lève pas, ça fait le négatif, alors que reste assis, on est sur le positif. Donc peut-être apprendre au corps médical à tourner ces phrases dans le bon sens pour que ça soit mieux perçu. Parce que je pense pas qu'il y ait foncièrement, si on fait un travail dans le médical, c'est qu'on est au service des gens. Donc à part, bon, il y en a forcément qui sont mauvais, hein, ça, faut pas faire de généralité, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui ne savent peut-être pas parler, ou qui disent « Ah ben ça va, je lui ai dit ça, oui mais non en fait. » Donc peut-être apprendre à mieux s'exprimer. Ouais, les affirmations au corps médical, et à certaines personnes, que ce soit du corps médical ou non, de ne pas se substituer à la personne en disant ouais bon ben c'est pas grave, si t'es tombée enceinte c'est déjà bien. Ou alors bon mais de toute façon on sait que c'est pas resté, c'est que ça devait pas rester, hein. Oui non en fait tais-toi, Janine, j'ai pas besoin de ton avis là. Donc justement tu disais que ce que tu aurais aimé juste entendre c'est je suis là. Je suis là et puis juste que les gens soient, enfin je l'ai eu, enfin on va pas se leurrer, j'ai quand même des amis et de la famille qui ont été très très présents. Mais en fait, j'avais pas besoin que les gens me demandent et ça va et machin. Et en fait, non, ça va pas. J'ai vécu un moment un truc qui était pas super sympa. J'ai dû entre guillemets avorter 2 fois parce que les médicaments n'ont pas marché. Je suis passée au bloc. J'ai évacué tout ça 5 jours après alors que j'étais en vacances, en amour. Enfin, non, ça va pas. Mais juste être là, en fait. Et presque me raconter leurs problèmes ou leur vie qui se passe super bien. Ne me posez pas la question. Moi, ça va pas, vous le savez. Donc, faites... mais soyez là. Quel message aimerais-tu transmettre aux femmes qui vivent l'épreuve de la fausse couche? Et on terminera par cette question. Et vas-y. Cœur ouvert, là, c'est le moment. Pareil, en fait, vous êtes capable. Vous êtes capable de surmonter ça, vous êtes capable de vous en remettre et vous êtes des femmes quoi qu'il. Ça n'enlèvera pas votre féminité et votre maternité parce qu'on peut être maternelle aussi avec son nom, enfin son neveu, sa nièce. C'est pas parce qu'on fait une fausse couche qu'on perd quelque chose en fait. Voilà. Merci beaucoup Julia pour ton témoignage aujourd'hui. Vraiment merci d'avoir pris la parole. Merci de nous écouter toutes les semaines sur Histoire de femmes et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau témoignage, encore une fois, dédié à la fausse couche pour ce mois de juillet. Merci. Depuis 2025, des chercheurs ont mis au point un nouveau test pour identifier les femmes à risque de fausse couche en étudiant des marqueurs spécifiques de l'endomètre. Cela permettra d'ouvrir la voie à des traitements préventifs.